Le budget de l'État pour l'année 2025 a été définitivement adopté suite au rejet par l'Assemblée nationale de la motion de censure déposée par la France Insoumise en début de semaine. Alors que contient finalement ce nouveau budget et en quoi va-t-il impacter les Français? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, exceptionnellement, Hugo n'est pas là, donc on prend le relais avec l'équipe. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en une dizaine de minutes. Ce jeudi donc, le budget de l'État pour 2025 a été adopté définitivement suite à un dernier vote au Sénat en fin de matinée. La veille, c'est l'Assemblée nationale qui l'avait adopté après avoir rejeté une motion de censure déposée par LFI ce lundi. Cette motion avait été déposée après l'utilisation par le Premier ministre François Bayrou de l'article 49.3 de la Constitution, la norme suprême en France, sur le projet de loi finance. L'article 49.3, il permet au gouvernement de faire passer un texte sans passer par le vote des députés. À noter que la France Insoumise avait déposé une deuxième motion de censure concernant la loi de financement de la sécurité sociale qui a elle aussi été rejetée par l'Assemblée nationale ce mercredi. Pour qu'elle soit adoptée, une motion de censure doit obtenir la majorité absolue des voix des députés, donc au moins 289 voix. Si elle est adoptée, elle entraîne la démission du gouvernement. C'est ce qui s'est passé en décembre dernier avec Michel Barnier. Mais concernant la motion de censure liée au budget de l'État, seuls 128 députés ont voté pour. À noter que François Bayrou a déclenché dans la foulée un troisième 49.3, cette fois-ci sur la partie recettes du second volet du budget de la sécurité sociale, suite à quoi LFI a annoncé déposer une autre motion de censure qui devrait être examinée dans les prochains jours. Mais alors revenons-en au budget de l'État. Quel est son objectif? Qu'est-ce qu'il contient? Et comment va-t-il concrètement impacter les Français? Déjà, l'objectif affiché avec ce nouveau budget, c'est de ramener le déficit public à 5,4% du PIB, donc l'ensemble des richesses produites par un pays en un an. Le déficit public correspond à la différence entre les recettes de l'État, donc les impôts, les taxes, les cotisations sociales, et ses dépenses, comme par exemple les salaires des fonctionnaires ou encore les aides sociales. Et donc pour ramener ce déficit à 5,4% du PIB, plusieurs mesures ont été actées. On va évidemment pas pouvoir revenir sur toutes les mesures, mais voici les principales. La première, c'est le barème de l'impôt sur le revenu qui sera revalorisé de 1,8% en 2025 pour compenser l'inflation, donc la hausse générale des prix. Cette mesure devrait permettre d'éviter une hausse d'impôt pour 17,6 millions de foyers et empêcher environ 600 000 Français de commencer à payer des impôts. Concrètement, les seuils des 5 tranches de l'impôt sur le revenu sont ajustés. Désormais, les foyers qui gagnent moins de 11 497 € net par an ne payent pas d'impôt, contre 11 294 auparavant, et les taux d'imposition varient de 11 à 45% selon les revenus. Ces nouvelles tranches seront appliquées aux déclarations de revenus qui seront effectuées au printemps. Deuxième mesure, une taxe temporaire de 20% sur les hauts revenus est instaurée pour 2 ans, en 2025 et 2026, pour les foyers qui gagnent plus de 250 000 € par an pour une personne seule et 500 000 € pour un couple. Cette taxe devrait concerner environ 25 000 foyers et devrait rapporter près de 2 milliards d'euros à l'État. Troisième mesure, la taxe de solidarité sur les billets d'avion, dite taxe Chirac, qui va augmenter. Cette taxe, elle date de 2006 et elle est prélevée sur chaque billet d'avion acheté pour un vol au départ de la France. Le montant varie en fonction de la classe et de la destination. Elle est donc payée directement par les passagers. Concrètement, elle va passer de 2,63 € à 7,30 € pour un vol en classe économique vers la France ou l'Europe et de 7,50 € à 40 € pour les destinations lointaines. Cette hausse devrait générer environ 900 millions d'euros par an pour l'État. Autre annonce, à partir du 1er mars, le malus écologique sur l'achat de voitures neuves sera renforcé. En gros, les véhicules qui émettent plus de 113 grammes de CO2 par kilomètre seront taxés 50 € par gramme de CO2 supplémentaire, avec un abaissement progressif du seuil dans les années suivantes. En plus de cette mesure, un malus sur la masse des voitures sera appliqué dès 2026 pour celles qui pèsent plus de 1500 kg. On passe maintenant aux mesures qui concernent les entreprises. Déjà, le texte prévoit d'abaisser le seuil d'exemption de TVA pour les auto-entrepreneurs qui gèrent donc des petites entreprises en bénéficiant d'un régime fiscal et social simplifié. La TVA, c'est une sorte d'impôt indirect en France qui est rajouté automatiquement sur le prix de vente de produits et de services. Et donc ici, le seuil de chiffre d'affaires annuel à partir duquel les auto-entrepreneurs ne payent plus de TVA est fixé à 25 000 € contre 37 500 € auparavant. Le chiffre d'affaires, c'est la somme totale des ventes de biens ou de services réalisées par une entreprise sur une période donnée. Cette nouvelle mesure va donc obliger environ 250 000 auto-entrepreneurs supplémentaires à collecter la TVA, selon la Fédération nationale des auto-entrepreneurs. Alors pour le président de cette fédération, interrogé sur France Info, l'abaissement du seuil de la TVA est, je cite, une forme de raquette qui va particulièrement
toucher les auto-entrepreneurs qui facturent des clients particuliers et non des entreprises comme les métiers dans le service à la personne, dans le BTP ou encore dans le bricolage. Concernant les grandes entreprises, celles qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros vont devoir payer une surtaxe exceptionnelle sur leurs bénéfices allant de 20,6% à 41,2% de l'impôt sur les sociétés. Cette mesure devrait affecter environ 440 groupes comme LVMH et devrait rapporter 7,8 milliards d'euros à l'État en 2025 avant de disparaître en 2026. Avec le nouveau budget de l'État, les collectivités territoriales vont voir leur budget réduit de 2,2 milliards d'euros en 2025. Dans le projet de budget établi par l'ancien Premier ministre Michel Barnier, il était prévu de leur demander un effort de 5 milliards d'euros. C'est donc moitié moins, même si ça reste une baisse importante. Le montant alloué aux dépenses écologiques a quant à lui diminué de près de 14%, passant à 21 milliards d'euros cette année, tout comme le budget prévu pour l'AME, l'aide médicale d'État. C'est une aide qui finance les soins médicaux des étrangers en situation irrégulière et son budget a été réduit de 111 millions d'euros par rapport à ce qui avait été proposé par Michel Barnier. Les budgets de la culture, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du sport vont aussi baisser en 2025 par rapport à 2024. Concernant l'éducation nationale, la suppression de 4000 postes d'enseignants proposés à l'automne par le gouvernement de Michel Barnier n'est plus d'actualité. Ça veut donc dire que ces postes ne sont pas supprimés. Cette mesure à la base devait permettre de prélever 50 millions d'euros. Du coup, cette somme sera finalement prélevée ailleurs dans le budget de l'éducation. À noter que les budgets de la sécurité sociale et de la justice sont quant à eux en hausse en 2025. Si vous voulez en savoir plus sur les autres mesures adoptées, on vous met des liens en description et je vous laisse avec Lisa pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Les États-Unis ne financeront pas la reconstruction de Gaza selon la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt. Cette déclaration fait suite aux propos du président américain Donald Trump de ce mardi qui ont pas mal fait polémique. On en parlait hier, Donald Trump a déclaré lors d'une conférence de presse que les États-Unis allaient prendre le contrôle de Gaza, déplacer tous les Palestiniens hors du territoire et en faire la Côte d'Azur du Moyen-Orient. Avec cette nouvelle déclaration, l'équipe du président américain a voulu en quelque sorte nuancer ses propos chocs en affirmant que Donald Trump était déterminé, je cite, à reconstruire la région pour tous ceux qui voudront y retourner dès que ce ne sera plus un chantier de démolition, tout en précisant que ça ne veut pas dire qu'il y aura des troupes américaines au sol à Gaza. Ceci dit, Donald Trump a réaffirmé sa position, déclarant ce jeudi que la bande de Gaza pourrait être remise aux États-Unis par Israël à la fin des combats et que d'ici là, je cite, les Palestiniens auront déjà été réinstallés dans des communautés bien plus sûres et plus belles avec des maisons neuves et modernes dans la région. À ce sujet, le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, a d'ailleurs ordonné à l'armée israélienne de préparer un plan en vue d'un départ volontaire des Gazaouis ce jeudi via un communiqué. Selon lui, il s'agirait de permettre à tout habitant de Gaza qui le souhaite de partir vers n'importe quel endroit du monde qui accepte de l'accueillir. Deuxième actu, la France vient de livrer ses premiers avions Mirage 2005 à l'armée ukrainienne ce jeudi pour qu'elle défende son espace aérien contre la Russie. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Armées Sébastien Lecornu ce jeudi. Les Mirage 2005, ce sont des avions de chasse conçus par la société française Dassault Aviation. Ils mesurent 14,6 mètres de long et 5,2 mètres de haut et peuvent atteindre 2,2 fois la vitesse du son. Cette livraison d'avions, dont le nombre exact n'a pas été précisé, avait été annoncée par Emmanuel Macron en juin 2024. Cela faisait donc plusieurs mois que des pilotes de l'armée de l'air ukrainienne se formaient en France pour maîtriser ces appareils. À noter que Sébastien Lecornu a annoncé en octobre que de nouveaux équipements seraient ajoutés sur ces avions pour qu'ils puissent détruire par exemple des cibles au sol depuis les airs. Troisième actu, alors que l'année 2024 a été la plus chaude de l'histoire, janvier 2025 a été le mois de janvier le plus chaud jamais enregistré sur la planète, selon l'Observatoire européen Copernicus. À noter que le précédent record était détenu par janvier 2024. Alors la température moyenne de l'air à la surface a été de 13,23 degrés, soit 0,79 degrés de plus que la moyenne pour ce mois sur la période 1991-2020. C'est un constat assez étonnant puisque les scientifiques s'attendaient à ce que les températures redescendent avec le phénomène La Niña. Concrètement, c'est un refroidissement des eaux du Pacifique et ça entraîne une baisse généralisée des températures. Les années 2023 et 2024 ont été marquées par l'effet inverse, El Niño, qui a un effet réchauffant. Ce mois de janvier est aussi le 18e mois consécutif sur les 19 derniers mois à passer la barre des 1,5 degrés de réchauffement par rapport au niveau pré-industriel, qui est la limite la plus ambitieuse fixée par l'accord de Paris de 2015. À noter que cet accord fait référence à des tendances de long terme. Pour considérer que la limite est vraiment franchie, il faudra que cette moyenne de réchauffement soit observée sur au moins 20 ans. Quatrième actu, je voulais vous parler des grooming gangs puisque le Royaume-Uni a lancé de nouvelles enquêtes sur ce scandale. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre britannique Keir Starmer. Alors si vous ne savez pas de quoi je parle, les
grooming gangs, ce sont des bandes d'hommes, principalement d'origine pakistanaise, qui ont piégé des centaines de femmes dans plusieurs villes anglaises pour les agresser, les violer, les droguer et les exploiter entre les années 1980 et le début des années 2010. Les services sociaux britanniques avaient alors été mis en cause pour avoir ignoré les alertes sur ces groupes. Ce scandale a récemment fait surface suite à des messages postés par le milliardaire Elon Musk sur sa plateforme X, dans lesquels il accuse Keir Starmer et d'autres responsables politiques d'avoir dissimulé l'affaire. Suite à ces messages, le scandale a largement été instrumentalisé par la droite et l'extrême droite pour attaquer le gouvernement britannique actuel, qui est de gauche, mais aussi comme moyen de critiquer l'immigration. À noter qu'Elon Musk a plusieurs fois affiché son soutien à l'extrême droite. En tout cas, le Premier ministre a débloqué 10 millions de livres sterling, donc près de 12 millions d'euros, pour que des enquêtes supplémentaires soient menées. Cinquième actu, l'entreprise française Decathlon bénéficierait du travail forcé des Ouïghours en Chine. C'est ce que révèle une enquête du média Disclose et de l'émission de France 2 Cache Investigation. Alors les Ouïghours, c'est une minorité ethnique turcophone et de religion musulmane qui a été déplacée par milliers par le gouvernement chinois dans ce qu'il présente comme des centres de rééducation. Les Ouïghours subissent dans ces centres des actes de torture, des violences sexuelles, des stérilisations imposées et du travail forcé, selon des rapports d'ONG et de l'ONU. Et donc Decathlon est accusé d'avoir pour sous-traitant en Chine une entreprise liée au travail des Ouïghours et de s'approvisionner en coton provenant de Xinjiang, une région où les Ouïghours sont le principal groupe ethnique. Alors Decathlon a confirmé auprès des Échos s'approvisionner auprès de cette entreprise, mais a déclaré condamner avec fermeté toute forme de travail forcé, en ajoutant être engagé au quotidien pour garantir l'intégrité et le respect des droits fondamentaux au sein de leurs activités. Je vous mets le lien des enquêtes en description. Et on finit avec cette actu. La semaine pour l'action de l'intelligence artificielle a débuté ce jeudi, en amont du sommet sur l'IA prévu les 10 et 11 février à Paris. La France va donc accueillir le 3e sommet mondial sur l'IA après ceux au Royaume-Uni en 2023 et en Corée du Sud en 2024. Cette semaine, des chercheurs, des patrons d'entreprises et des politiques vont donc échanger sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la science, la société et la culture. Dès ce lundi, le sommet, qui sera coprésidé par l'Inde en présence du Premier ministre indien Narendra Modi, accueillera d'autres chefs d'État comme le chancelier allemand Olaf Scholz, le vice-président américain J.D. Vance ou encore la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. D'autres personnalités importantes du secteur ont confirmé leur venue, comme Sam Altman, le patron d'OpenAI qui est derrière ChatGPT. On suivra ça. Merci Lisa pour ces actualités en bref. C'est tout pour moi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt.